Mais enfin, où est-ce que vous me touchez? Une personne comme vous mériterait une bonne gifle. » À l'entrée d'une station de métro parisienne, un homme se tenait la joue, l'air stupéfait. Son regard était fixé sur une femme blonde, visiblement américaine, qui se tenait devant lui. « Menez une vie respectable », lui cria-t-elle. Mais étrangement, les visages des gens autour d'eux semblaient perplexes. Sentant l'atmosphère étrange, elle suivit le regard des passants et le vit converger vers son propre postérieur. Regardant ensuite l'homme qu'elle venait de frapper, son visage devint soudainement écarlate et elle s'enfuit en toute hâte. Quelle était donc cette situation? Je m'appelle Catherine Brooks, je suis une avocate de 33 ans, conseillère juridique dans le domaine médical à New York. Les gens disent de moi que je suis une femme de carrière accomplie, mais en réalité, j'ai jamais vraiment eu le choix. Depuis le décès soudain de mon père, quand j'avais 12 ans, je suis naturellement devenue le pilier de la famille. Ma mère a sombré dans une dépression et ma petite sœur Rebecca, de 10 ans ma cadette, était bien trop jeune. J'ai donc dû fréquenter l'université grâce à une bourse et obtenir mon diplôme de droit en contractant des prêts étudiants. Même après avoir obtenu mon diplôme, je devais tout assumer, les frais médicaux et de subsistance de ma mère, ainsi que les frais de scolarité de Rebecca. Pendant que mes amis profitaient de leurs amours, de leurs fêtes et de leurs voyages, je passais mon temps à la bibliothèque à étudier ou à enchaîner les petits boulots. En menant cette vie, l'efficacité et le pragmatisme sont devenus les valeurs primordiales de mon existence. La raison avant l'émotion, la réalité avant les rêves et l'argent avant le romantisme. Et pour être honnête, je croyais fermement que le monde tournait autour des États-Unis. Les cultures et les systèmes des autres pays ne m'intéressaient que très peu. J'étais particulièrement sceptique envers ce qu'on appelait l'art de vivre à la française, si en vogue ces dernières années. Même si la gastronomie, la mode ou le cinéma français étaient acclamés dans le monde entier, cela me paraissait n'être qu'une mode passagère et romancée. Comment une culture si différente, avec une langue différente, pourrait-elle durer? Je pensais que dans quelques années, tout le monde l'aurait oublié. La personne la plus importante dans ma vie était ma sœur, Rebecca. Bien que nous ayons 10 ans d'écart, elle était comme ma propre fille. Après la mort de notre père, alors que ma mère était au plus bas, c'était principalement à moi de m'occuper d'elle. Même si j'étudiais tard dans la nuit, si Rebecca faisait un cauchemar, je me précipitais pour la rassurer et la rendormir. J'assistais aussi aux événements scolaires à la place de mes parents. Rebecca était une enfant intelligente et vive depuis son plus jeune âge. Son caractère était à l'opposé du mien. Elle était très sensible et avait une forte fibre artistique. Au lycée, elle a fait partie du club de théâtre et à l'université, elle s'est spécialisée en relations internationales. J'espérais qu'elle trouverait un emploi stable, mais elle me disait toujours « Je ne veux pas passer ma vie à ne penser qu'à l'argent comme toi, grande sœur ». Pourtant, lorsque Rebecca, en 3e année d'université, a annoncé qu'elle postulait pour un programme d'échange, je l'ai encouragée activement. Je pensais que ce serait une excellente occasion d'acquérir une expérience à l'étranger et d'élargir ses horizons. Le fait qu'elle ait choisi la France parmi plusieurs pays ne me semblait pas problématique. Un séjour d'1 an, si cela pouvait l'aider à trouver un emploi, me semblait être un investissement judicieux. Cependant, après son arrivée en France, Rebecca a commencé à changer. Au début, je pensais qu'elle était simplement occupée à s'adapter à son nouvel environnement. À chaque appel vidéo, elle parlait avec enthousiasme de la nourriture française et de ses amis français. « Grande sœur, les Français sont vraiment gentils. Et la nourriture ici est bien meilleure que ce que j'imaginais, » disait-elle, ravie. Les premiers mois, j'étais soulagée de voir que tout se passait bien pour elle. Mais avec le temps, j'ai commencé à sentir que quelque chose n'allait pas. Les photos que Rebecca m'envoyait la montraient complètement différente de la jeune fille timide qu'elle était. Elle avait l'air beaucoup plus épanouie, pleine d'assurance, et surtout ses yeux brillaient d'un éclat nouveau. « Grande sœur, je prends aussi des cours de français. C'est plus intéressant que je ne le pensais. En entendant Rebecca parler ainsi, j'ai commencé à m'inquiéter. Apprendre le français pour un échange d'1 an, n'était-ce pas un peu excessif? Ne suffisait-il pas de suivre les cours en anglais, d'obtenir ses crédits et de rentrer? De plus, l'état de santé de ma mère se dégradait peu à peu. Elle avait toujours eu un cœur fragile, mais ses visites à l'hôpital devenaient de plus en plus fréquentes. Les frais médicaux s'accumulaient et la situation devenait difficile à gérer seule. Dans ce contexte, le fait que Rebecca soit si loin était un poids pour moi. « Rebecca, maman ne va vraiment pas bien. Dès que ton échange se termine, tu dois rentrer immédiatement, lui ai-je dit.
Rebecca a répondu « Je suis désolée, grande sœur, mais j'apprends tellement de choses ici, est-ce que je peux rester encore un peu ?» À partir de ce moment, j'ai commencé à penser que Rebecca était tellement absorbée par sa vie en France qu'elle fuyait la réalité. L'événement décisif a eu lieu à Noël dernier. Lors d'un appel vidéo, Rebecca a dit « Grande sœur, il y a quelqu'un que je veux te présenter ». Elle a alors amené un jeune homme devant la caméra. C'était un homme d'apparence européenne que je n'avais jamais vu et il m'a salué en français. Rebecca a traduit, il s'appelle Julien. C'est un étudiant en master à la même université. À ce moment-là, j'ai pensé qu'il s'agissait simplement d'une présentation amicale. Cependant, par la suite, chaque fois que je parlais à Rebecca, le nom de cet homme revenait. Je suis allée au Louvre avec Julien. Julien m'a fait découvrir un bistrot délicieux. J'étudie le français avec Julien. Cet homme était présent dans toutes ces conversations. Mon anxiété grandissait. J'avais le sentiment que ce n'était plus une simple amitié, mais que leur relation devenait sérieuse. Et son petit ami était français. Comment pouvait-on communiquer sincèrement avec quelqu'un dont la langue et la culture sont si différentes ? Rebecca, est-ce que tu étudies sérieusement au moins ? Tu ne passes pas tout ton temps à t'amuser, n'est-ce pas ? Lui ai-je demandé. Ne t'inquiète pas, grande sœur, mes notes sont bonnes et j'apprends vraiment beaucoup de choses en France, a-t-elle répondu. Mais pour moi, cela sonnait comme une excuse. Quelques mois plus tard, alors que la fin de l'échange de Rebecca approchait, je pensais naturellement qu'elle préparait son retour. Mais un jour, Rebecca m'a appelée pour m'annoncer une nouvelle choquante. Grande sœur, j'ai décidé de rester en France un peu plus longtemps, je vais m'inscrire en master. J'étais abasourdie. Quoi ? Rebecca, reprends-toi. Un master en France, de quoi parles-tu ? Grande sœur, j'ai vraiment trouvé ce que je veux étudier ici. Et puis, je veux passer plus de temps avec Julien. À ce moment-là, j'ai pensé que Rebecca était complètement tombée sous le charme de la culture française et avait perdu tout jugement. J'avais vu aux informations des histoires d'étrangers qui, fascinés par l'image romantique de la France, y partaient et perdaient le contact avec la réalité. Rebecca n'était-elle pas l'une d'entre eux ? Rebecca, est-ce que tu as toute ta tête ? N'es-tu pas en train de dire ça, emportée par la mode française, sans rien comprendre ? Un échange est un échange. Il est temps de rentrer. Mais la décision de Rebecca semblait ferme. Grande sœur, je suis sérieuse. Ça n'a rien à voir avec une mode. J'ai vraiment trouvé ma voie ici. J'ai tenté de la persuader plusieurs fois par téléphone, mais sa résolution ne faisait que se renforcer. Je suis désolée, grande sœur, mais cette fois, je te demande de respecter ma décision. Je suis une adulte maintenant. Et quelques semaines plus tard, une nouvelle encore plus choquante est arrivée. Rebecca m'a appelée soudainement et m'a dit « Grande sœur, je vais me marier. » J'ai décidé d'épouser Julien. J'en ai perdu la parole. « Quoi ? Rebecca, tu as perdu la tête ? Vous vous connaissez depuis combien de temps pour parler de mariage ? » Je suis sérieuse, grande sœur. Et Julien aussi. Nous nous aimons sincèrement. « Rebecca !» Tu as complètement oublié qui tu es. Quel amour peut-il y avoir avec quelqu'un dont la langue et la culture sont si différentes ? C'est juste une illusion due à l'exotisme. Mais le cœur de Rebecca ne fléchissait pas. Grande sœur, ce n'est pas parce que nos langues et nos cultures sont différentes que nous ne pouvons pas nous aimer. Au contraire, en faisant l'effort de nous comprendre plus profondément, nous avons tissé des liens encore plus forts. J'étais vraiment en colère. Ma mère était malade, les frais médicaux ne cessaient d'augmenter. Et pendant ce temps, Rebecca vivait une romance en France. Comme si cela ne suffisait pas, elle voulait maintenant se marier. « Rebecca, regarde la réalité en face. Sais-tu dans quel état est maman ? Je porte tout sur mes épaules, toute seule. Et toi, tu veux te marier avec un Français là-bas ? Je suis désolée, grande sœur, mais j'ai aussi ma propre vie. Je sais que tu t'es toujours sacrifiée et que tu as pris toutes les responsabilités. Mais cette fois, c'est moi qui décide. » Après avoir raccroché ce jour-là, j'ai passé plusieurs nuits blanches. Je ne savais pas si Rebecca était sérieuse au sujet de son mariage en France ou si elle disait cela par simple esprit de rébellion. Mais quelques jours plus tard, en voyant un message de Rebecca, j'ai compris que c'était la réalité. Grande sœur, le mois prochain, je vais rencontrer les parents de Julien. Nous allons bientôt fixer la date du mariage. J'aimerais beaucoup que tu viennes. À ce moment-là, j'ai pris une décision. Je ne pouvais pas laisser la situation en l'état. Rebecca avait complètement perdu la raison. Il fallait que quelqu'un la ramène à la réalité. Les appels et les messages ne suffisaient plus. Je devais y aller en personne, la persuader et vérifier qui était cet homme français. Et surtout, si Rebecca se mariait vraiment avec lui, elle vivrait probablement en France pour de bon. Qu'adviendrait-il de ma mère ? Ces deux filles seraient-elles si loin ? Devrais-je m'occuper seule de ma mère et assumer toutes les responsabilités ?
J'ai donc pris des vacances et réservé un billet d'avion pour la France. Bien sûr, le billet n'était pas donné, mais je considérais cela comme un investissement nécessaire. Ramener Rebecca aux États-Unis était bien plus important. Avant de partir pour la France, j'ai fait quelques recherches. D'après les informations que j'ai trouvées sur Internet, la France était un pays d'Europe économiquement développé, mais qui n'égalait pas les États-Unis. Il était aussi écrit que culturellement, elle restait conservatrice et avait des aspects bureaucratiques pesants. Rebecca pourrait-elle vraiment être heureuse dans un tel endroit? La langue était complètement différente, la nourriture aussi, tout était différent. J'étais de plus en plus convaincue. Le séjour de Rebecca en France n'était qu'une passade, et elle devait revenir à la réalité. Lorsque je suis finalement arrivée à l'aéroport Charles de Gaulle, j'ai été honnêtement un peu surprise. L'aéroport était bien plus grand et plus propre que je ne l'imaginais. Les installations étaient modernes, la signalisation claire et bien organisée, il y avait suffisamment d'indications en anglais et le personnel était serviable. L'aéroport n'est pas mal, mais je ne peux pas juger ce pays uniquement sur ça, me suis-je dit. J'étais un peu décontenancée car c'était bien plus avancé que ce que j'avais imaginé. J'ai pris une navette pour Paris, le bus était également propre et confortable, le paysage que je voyais par la fenêtre était plus moderne que prévu. Des bâtiments haussmanniens côtoyaient des constructions modernes et les routes étaient bien entretenues. Mais j'étais toujours sceptique. C'est pas parce que l'apparence est soignée que c'est un endroit où il fait bon vivre. Rebecca est encore jeune, elle est juste séduite par les apparences. Je me suis remémoré l'objectif de mon voyage, convaincre Rebecca de rentrer aux États-Unis et mettre fin à sa relation avec cet homme français. Alors que le bus entrait dans le centre de Paris, je me demandais quel visage Rebecca m'accueillerait. Serait-elle redevenue l'ancienne Rebecca ou serait-elle toujours aussi éprise de la France? Et cet homme, Julien, qui était-il vraiment? Surtout, j'étais convaincue qu'à la fin de ce voyage, je rentrerais aux États-Unis avec Rebecca. En lui parlant face à face, elle comprendrait la réalité. Et son expérience en France ne serait plus qu'un souvenir de jeunesse. Après être descendue de la navette, je devais prendre le métro pour rejoindre l'adresse que Rebecca m'avait donnée. Honnêtement, je ne m'attendais pas à ce que le métro parisien soit si complexe. En regardant le plan, les lignes colorées s'entremêlaient. Bien que le français et l'anglais soient affichés, c'était tout de même difficile. Heureusement, j'avais acheté un pass Navigo à l'aéroport, ce qui m'a permis de passer les portillons sans encombre. Mais il m'a fallu un temps considérable pour comprendre dans quelle direction prendre le train. J'ai vérifié les panneaux plusieurs fois, suivi la direction des autres passants et j'ai finalement trouvé le bon quai. La station de métro elle-même était plus propre et plus moderne que ce à quoi je m'attendais. Le sol était impeccablement propre et les annonces étaient diffusées alternativement en français et en anglais. Ce qui m'a frappé, c'est la façon dont les gens attendaient en file indienne. L'ambiance était nettement différente de celle du métro de New York. Une fois dans le wagon, je me suis un peu calmée. Les sièges étaient propres et l'intérieur était silencieux. La plupart des gens regardaient leur smartphone ou lisaient un livre et presque personne ne parlait fort. En voyant cela, j'ai pensé que les Français étaient plus polis que je ne le croyais. Mais je restais sur mes gardes. En tant que femme étrangère seule, je devais me préparer à toute éventualité. Surtout en pensant que Rebecca vivait seule dans un endroit comme celui-ci, l'inquiétude me gagnait. Arrivée à ma station de destination en descendant du train, j'ai perdu un instant le sens de l'orientation. Il y avait plusieurs sorties et je ne savais pas laquelle prendre. En vérifiant la carte sur mon smartphone, j'ai vu que je devais prendre la sortie 3. Cependant, pour atteindre la sortie 3, je devais monter un long escalier. Comme je tirais une valise, c'était un peu difficile, mais heureusement, il y avait un escalator. Malheureusement, il était en panne. Je n'avais pas d'autre choix que d'utiliser les escaliers. Monter les escaliers en tirant ma valise était plus difficile que je ne l'imaginais. À chaque marche, la valise me tirait en arrière, exerçant une pression sur mon bras. J'ai donc dû m'arrêter plusieurs fois pour me reposer. Alors que j'étais à mi-chemin, j'ai entendu des bruits de pas derrière moi. Au début, j'ai pensé que c'était juste un autre passager qui montait les escaliers. Mais les bruits de pas se sont rapprochés, jusqu'à se faire entendre juste derrière moi. Sans me retourner, j'ai continué à monter. Mais je sentais que cette personne me suivait de très près. Ses pas semblaient se caler sur les miens. C'est étrange, pourquoi me colletait-il autant? J'ai commencé à me sentir un peu mal à l'aise. Était-il en train de me suivre? Avait-il de mauvaises intentions en voyant une femme étrangère seule? J'ai un peu accéléré le pas, mais les bruits de pas derrière moi ont également accéléré. Maintenant, c'était clairement anormal.
Normalement, dans un escalier, chacun monte à son propre rythme. Suivre quelqu'un de si près n'était pas normal. J'ai essayé de marcher encore plus vite, mais l'autre personne suivait toujours. J'avais l'impression qu'il était juste derrière moi. Je pouvais presque entendre sa respiration. À ce moment-là, j'ai soudain senti quelque chose toucher mon dos. Au début, j'ai pensé que c'était un contact accidentel, mais la sensation a persisté. C'était comme si quelqu'un approchait un sac ou quelque chose de mon corps. Surprise, je me suis arrêtée. Et au moment où j'allais me retourner, la sensation est devenue plus nette. J'étais convaincue que quelqu'un s'approchait délibérément de mon corps. Surtout, la sensation se situait au niveau de mes fesses. L'idée qu'il s'agissait d'un frotteur m'a immédiatement traversé l'esprit. J'avais entendu dire que ce genre de choses arrivait parfois à New York, dans le métro ou dans les endroits bondés. Je ne pouvais plus le supporter. Dans une telle situation, il fallait réagir fermement. Je me suis donc retournée brusquement et en même temps j'ai giflé de toutes mes forces l'homme qui me faisait ça. Qu'est-ce que vous faites ? D'hésiter. La gifle a résonné plus fort que je ne le pensais. Les autres personnes dans l'escalier se sont toutes tournées vers nous. L'homme, l'air choqué, se touchait la joue. J'allais lever la main une seconde fois. Je pensais qu'un pervers méritait une bonne leçon. Mais l'homme paniqué essayait de dire quelque chose. Il parlait, mais j'étais tellement bouleversée que je ne comprenais pas ce qu'il disait. Cependant, il semblait pointer du doigt quelque chose en dessous de moi. C'est alors que j'ai remarqué que le regard des gens autour de moi était étrange. Ils me regardaient avec une expression de pitié ou de confusion, comme si j'avais commis une erreur. J'ai soudain senti le besoin de vérifier mon apparence. En tournant la tête pour regarder derrière moi, j'ai découvert une scène absolument choquante. Le bas de ma robe était remonté et coincé dans mes sous-vêtements, mes fesses étaient presque entièrement exposées. Je ne savais pas depuis quand j'étais comme ça, mais c'était probablement depuis ma dernière visite aux toilettes. Mon visage a instantanément brûlé et j'ai eu l'impression de suffoquer. J'ai rapidement remis ma robe en place, mais il était trop tard. Tout le monde dans l'escalier avait assisté à la scène. C'est alors que j'ai enfin compris ce que cet homme essayait de faire. Il n'essayait pas de me harceler, mais de me signaler que ma robe était relevée. Et il essayait probablement de cacher mes fesses avec son sac ou quelque chose du genre. Je suis restée sans voix. La honte et le remords m'ont submergée. Il essayait de m'aider et je l'avais traité de pervers et giflé. Je suis désolée, je suis vraiment désolée. J'ai essayé de m'excuser, mais ma voix ne sortait pas correctement. J'étais trop secouée et honteuse pour formuler une phrase cohérente. L'homme, tout en se touchant la joue, ne m'a pas blâmée. Au contraire, il a agité la main, comme pour dire que ce n'était rien, et m'a offert un léger sourire. Puis, il a dit quelque chose en français aux gens autour, qui ont hoché la tête et ont commencé à se disperser. Je ne pouvais plus rester là. J'avais trop honte pour lever la tête. J'ai donc attrapé ma valise et j'ai monté les escaliers en courant pour sortir. Même une fois dehors, mon cœur battait à tout rompre. Je n'avais jamais eu aussi honte de ma vie. Et surtout, je me sentais terriblement coupable envers cet homme. J'avais traité de pervers et giflé quelqu'un qui essayait de m'aider. Et si nous avions été aux États-Unis ? J'y ai réfléchi un instant. Aux États-Unis, j'aurais pu être été dénoncée à la police pour avoir accusé un homme de harcèlement et l'avoir agressé. Et l'homme m'aurait probablement crié dessus ou protesté, mais cet homme français n'a montré aucune colère jusqu'à la fin. Au contraire, il semblait vouloir calmer la situation pour que je n'aie pas honte. Cette attitude a été un véritable choc pour moi. En me dirigeant vers l'appartement de Rebecca, je n'ai cessé de penser à cet événement. Je n'avais pas une très bonne image de la France, mais rencontrer un tel incident dès le premier jour me laissait perplexe. Arrivée devant l'immeuble, j'ai hésité un instant avant de sonner à l'interphone. Devais-je raconter cette histoire à Rebecca ou devais-je la garder pour moi ? C'était un événement si embarrassant que je ne voulais pas en parler. J'ai finalement décidé de ne rien dire. À la place, j'ai résolu de me concentrer sur mon objectif, persuader Rebecca. C'était la vraie raison de ma venue en France. Quand Rebecca m'a ouvert la porte, j'ai été vraiment surprise. Ma sœur avait complètement changé. Avant, elle était un peu timide et réservée, mais maintenant, même son regard était différent. Elle avait l'air beaucoup plus épanouie et pleine d'assurance. « Grande sœur, tu es vraiment venue !» Rebecca m'a serrée dans ses bras, sincèrement heureuse. Mais mes sentiments étaient mitigés. C'était une bonne chose que ma sœur soit plus épanouie, mais penser que la raison en était sa vie en France m'inquiétait.
L'appartement de Rebecca était plus propre et mieux rangé que je ne le pensais. Bien que petit, il était décoré avec soin, avec des objets typiquement français disséminés un peu partout. Je pouvais voir à quel point ma sœur était passionnée par la culture française. Grande sœur, ce soir, nous dînons avec quelqu'un. Quand Rebecca a dit ça, j'ai pensé « Ah, ce fameux Julien !» Le moment de rencontrer le petit ami de Rebecca était enfin arrivé. Je me suis préparée mentalement. Je devais évaluer qui il était et juger s'il était un partenaire convenable pour Rebecca. L'heure du dîner est arrivée et je suis allée avec Rebecca dans un bistrot du quartier. C'était un endroit qui servait de la cuisine française traditionnelle, avec une ambiance calme et agréable. N'ayant jamais vraiment mangé de cuisine française, j'étais un peu anxieuse, mais j'ai commandé les plats que Rebecca m'a recommandés. Peu de temps après, quelqu'un est entré dans le restaurant. Rebecca a agité la main en l'appelant « par ici ». Masrouchon 2, quand j'ai tourné la tête, j'ai vu un homme français, grand, à l'allure soignée. Rebecca nous a présenté. Grande sœur, voici Julien dont je t'ai parlé, et Julien, voici ma sœur Catherine. Julien m'a salué poliment par une poignée de main. Enchanté, Rebecca m'a beaucoup parlé de vous. Il a parlé en français et Rebecca a traduit. J'ai répondu « Enchantée, je suis heureuse de vous rencontrer ». Mon zoveze a pris Ivesis a pas barquisitete comprel. En discutant avec Julien pendant le repas, j'ai eu l'impression qu'il était plus sérieux et prévenant que je ne le pensais. Son anglais n'était pas parfait, mais il faisait de gros efforts pour communiquer et son affection pour Rebecca était palpable. Et son regard sur Rebecca était vraiment chaleureux. Rebecca aussi semblait vraiment heureuse à côté de Julien. Elle dégageait une assurance que je ne lui avais jamais vue auparavant et l'atmosphère entre eux était très naturelle. Peu à peu, un doute a commencé à germer en moi. Et si j'avais eu tort? Vers la fin du repas, Rebecca a soudainement dit « Ah, au fait, grande sœur, il y a une autre personne qui vient ce soir. C'est un ami de Julien, je lui ai demandé de te faire visiter Paris. Il est policier et parle bien anglais, donc il sera un guide parfait. » J'étais un peu déconcertée. Une autre personne que je ne connaissais pas allait arriver subitement. « Rebecca, tu aurais pu me le dire avant. Je ne suis pas préparée. » « Ne t'inquiète pas, grande sœur. C'est quelqu'un de très bien. Il s'appelle Mathieu, c'est un ancien camarade d'université de Julien. » À ce moment-là, la porte du restaurant s'est ouverte et quelqu'un est entré. Rebecca a de nouveau agité la main en criant « Mathieu, par ici !» J'ai tourné la tête vers cette personne et quelque chose d'absolument incroyable s'est produit. L'homme qui venait d'entrer était précisément celui que j'avais giflé dans l'escalier du métro cet après-midi. J'étais si surprise que ma bouche s'est ouverte en grand. Mathieu aussi s'est arrêté net en me voyant. Nous nous sommes regardés, complètement figés. Pas possible, ici, de toutes les personnes. C'était lui. Sur le visage de Mathieu, il y avait de la surprise, mais aussi une légère confusion. Cependant, il a rapidement esquissé un sourire et s'est approché de la table. Rebecca et Julien, inconscients de l'étrange tension entre nous, ont dit « Mathieu, voici ma sœur, Catherine ». Je ne savais absolument pas comment réagir et je suis restée assise, abasourdie. Comment pouvais-je lui faire face maintenant, après lui avoir fait une chose aussi impolie cet après-midi? Ce bref instant de silence m'a semblé une éternité. Mathieu et moi nous sommes regardés, complètement figés, mais Rebecca et Julien ne semblaient absolument pas conscients de l'atmosphère étrange qui régnait entre nous. Mon cœur battait si fort que je craignais que les autres ne l'entendent. C'est Mathieu qui a parlé le premier. Mais ses paroles étaient totalement inattendues. Eh bien, votre gifle de tout à l'heure, elle faisait vraiment mal, vous savez. Il a dit cela en se touchant légèrement la joue, avec un sourire. J'étais tellement prise au dépourvu que je ne savais pas quoi répondre. Mais Mathieu a continué. Mais bon, si personne ne vous l'avait dit à ce moment-là, ça aurait pu devenir vraiment embarrassant, je devrais presque vous remercier. En entendant ces mots, j'ai été vraiment stupéfaite. Je l'avais giflé et il me remerciait et il essayait de dédramatiser une situation si humiliante avec autant de légèreté. C'était une réaction à laquelle je ne m'attendais absolument pas. Rebecca nous a regardés tour à tour et a demandé « Attendez, vous vous connaissez ?» Je ne savais pas quoi répondre et suis restée silencieuse, mais Mathieu a répondu à ma place. Oui, nous nous sommes croisés par hasard cet après-midi à une station de métro. Catherine semblait avoir quelques difficultés, alors je lui ai donné un coup de main. C'était une réponse incroyablement galante. Il n'a fait aucune mention du fait que je l'avais giflé et a même présenté la situation comme si j'avais été aidée.
À ce moment-là, j'ai commencé à avoir une toute autre impression de cet homme, Mathieu. Cette nuit-là, de retour dans l'appartement de Rebecca, je n'ai pas réussi à trouver le sommeil. Les événements de la journée ne cessaient de tourner dans ma tête. La réaction de Mathieu était si inattendue qu'elle m'avait profondément troublée. Je ressentais un immense remords envers lui, mais aussi une curiosité naissante. Le lendemain matin, Rebecca m'a dit « Grande sœur, Mathieu a dit que si tu avais le temps aujourd'hui, il te ferait visiter Paris. Qu'est-ce que tu en dis ?» J'ai hésité un instant. Après ce qui s'était passé hier, pouvais-je vraiment sortir avec lui ? Mais pour convaincre Rebecca, je devais en apprendre plus sur la France et je devais aussi m'excuser correctement auprès de Mathieu. D'accord, je veux bien. C'est ainsi que j'ai fini par visiter Paris avec Mathieu. Nous nous étions donné rendez-vous devant le Louvre et j'étais arrivée la première. Honnêtement, j'étais très nerveuse. Je ne savais absolument pas comment m'excuser pour la veille, ni de quoi parler. Quand Mathieu est apparu, je me suis immédiatement excusée. Hier, j'étais vraiment désolée. Je me suis complètement méprise. Mais Mathieu a agité la main et a dit « non, ce n'est rien ». C'est plutôt moi qui me suis approchée trop brusquement et qui vous ai surprise. La prochaine fois, je vous préviendrai avant de vous aider. En voyant son attitude, j'ai pensé que cet homme était vraiment spécial. Se faire gifler et, au lieu de s'énerver, s'inquiéter pour l'autre personne, je n'avais jamais rencontré quelqu'un comme ça. Notre première visite fut le Louvre. Je ne connaissais pas bien l'architecture française, mais Mathieu m'a tout expliqué en détail. Ce ne devait pas être facile d'expliquer en anglais, mais il a vraiment fait de son mieux. Ce palais a été construit il y a des siècles, c'était la résidence des rois de France. En marchant et en écoutant ses explications, j'ai été submergée par la grandeur et la beauté du lieu. J'ai été particulièrement impressionnée par l'organisation et l'ordre qui régnait. Et malgré le grand nombre de touristes, tout le monde respectait les règles. Les Français semblent vraiment attachés de l'importance à l'ordre. Ai-je commenté ? Mathieu a souri et a répondu « On nous l'apprend depuis l'enfance, ne pas déranger les autres est la chose la plus importante ». En entendant ces mots, je me suis souvenue de l'incident du métro. Je me suis dit que Mathieu avait agi précisément selon ce principe en essayant de m'aider. Pour le déjeuner, nous sommes allés à Montmartre. En marchant dans ce quartier aux allures de village, j'ai été vraiment surprise. C'était fascinant de voir qu'un espace aussi traditionnel avait été préservé au cœur du Paris moderne. Est-ce que des gens vivent encore dans ces maisons ? Oui, la plupart sont habités, c'est pour ça qu'il faut marcher tranquillement, a expliqué Mathieu, et nous avons marché en silence. En discutant avec Mathieu dans les ruelles, j'ai réalisé qu'il n'était pas seulement gentil, mais aussi très intelligent et attentionné. Quel est votre métier, Mathieu ? Je suis policier, mais j'écris aussi comme passe-temps. Vous écrivez quel genre de choses ? Des romans. C'est encore un hobby, mais j'aimerais être publié un jour. À cet instant, je me suis sentie encore plus intriguée par cet homme, un policier, qui rêvait de devenir écrivain. C'était vraiment intéressant. Et le regard qu'il avait, en parlant de son rêve, était sérieux et passionné. Quel genre de roman écrivez-vous ? Principalement des histoires sur les petits miracles du quotidien, les moments chaleureux qui naissent lorsque les gens s'entraident. En entendant ces mots, je me suis de nouveau souvenue de l'incident de la veille. Le fait que Mathieu m'ait aidé était peu être l'un de ces petits miracles du quotidien. L'après-midi, nous sommes allés au Jardin du Luxembourg. C'était un endroit où il fallait réserver et Mathieu s'en était occupé à l'avance. En me promenant dans le jardin, j'ai ressenti une atmosphère vraiment calme et paisible. Dans le silence, où l'on n'entendait que le chant des oiseaux et le bruit du vent, j'ai senti pour la première fois mon esprit s'apaiser. Je n'arrive pas à croire qu'un endroit comme celui-ci existe au cœur de Paris. Il y a beaucoup d'endroits comme ça à Paris. C'est une ville où le moderne et la tradition coexistent. En écoutant les paroles de Mathieu, j'ai commencé à réaliser à quel point mes préjugés sur la France étaient erronés. Je considérais la France comme un simple pays européen développé rapidement, mais en réalité c'était une société mature où la tradition et la modernité coexistaient en harmonie. Le soir, nous sommes allés au bord de la Seine. La vue de Paris la nuit depuis les quais était vraiment magnifique. De l'autre côté de la rivière, les grands monuments brillaient de mille feux et leur lumière se reflétait sur l'eau, scintillant. C'est vraiment magnifique. C'est l'un des endroits préférés des Parisiens. Quand on a l'esprit fatigué, on vient ici se promener pour se vider la tête. Qu'est-ce que t'es pas le mazis En me promenant le long de la Seine avec Mathieu, j'ai ressenti une sensation étrange. C'était comme être avec un vieil ami, un sentiment de bien, être et de tranquillité.
La conversation était fluide et même les silences n'étaient pas gênants. Catherine, quel est votre travail habituellement? Je suis conseillère juridique dans le domaine médical à New York. Je m'occupe principalement des problèmes juridiques des hôpitaux et des entreprises du secteur médical. Mais vous demandez sens, c'est un travail spécialisé, ça a l'air difficile. C'était difficile au début, mais maintenant, je suis habituée. Mais pour être honnête, c'est parfois si prenant que c'est épuisant mentalement. À ce moment-là, j'ai exprimé pour la première fois mes véritables sentiments sur mon travail. Je ne parlais jamais de ça aux autres, mais avec Mathieu, les mots sont sortis naturellement. Et que faites-vous dans ces moments-là? Je serre les dents. Je dois subvenir aux besoins de ma famille. Mathieu a réfléchi un instant avant de dire « Se sacrifier pour sa famille est important, mais votre propre bonheur l'est aussi. Il faut trouver un équilibre. » Ces mots ont profondément résonné en moi. Jusqu'à présent, j'avais toujours vécu uniquement pour ma famille et je n'avais jamais sérieusement réfléchi à mon propre bonheur. C'est ainsi que j'ai passé plusieurs jours à explorer Paris avec Mathieu. Nous avons bu un café traditionnel dans un café de Saint-Germain-des-Prés, fait du shopping sur les Champs, Élysées et découvert la culture jeune dans le Marais. Et chaque jour, je découvrais un nouveau visage de la France. Et ce qui m'a le plus marqué, c'est la gentillesse des gens. Les gens qui m'aidaient quand j'étais perdue, ceux qui cédaient leur place dans le métro, ceux qui m'expliquaient gentiment les choses dans les magasins. En voyant tout cela, mes préjugés sur la France ont complètement disparu. Et grâce à mes conversations avec Mathieu, j'ai beaucoup appris sur la société française. Un niveau d'éducation élevé, un réseau de communication efficace, des transports en commun développés, un excellent système de santé. C'était une société bien plus avancée et organisée que je ne l'imaginais. Comment est le système de santé en France? Ai-je demandé un soir au dîner en pensant à ma mère. Il est d'un très haut niveau, même à l'échelle mondiale. Le système est particulièrement bien organisé pour accueillir les patients étrangers et les compétences du personnel médical sont excellentes. Et comparé aux États-Unis, les coûts sont bien plus bas. En écoutant l'explication de Mathieu, j'ai soudain pensé à ma mère, qui luttait avec des frais médicaux toujours plus élevés aux États-Unis. Mais cette nuit-là, un appel inattendu est arrivé. Alors que je me reposais dans l'appartement de Rebecca, j'ai reçu un appel des États-Unis, c'était le médecin de ma mère. « Catherine, l'état de votre mère s'est soudainement aggravé, vous devez rentrer immédiatement. » En entendant ces mots, mon esprit s'est vidé, ma mère en danger. J'ai immédiatement réservé un billet d'avion et fait mes bagages. Rebecca, choquée, a dit qu'elle venait avec moi, mais je lui ai dit de rester. Elle avait encore ses cours et sa situation avec Julien. Le lendemain, avant de partir pour l'aéroport, j'ai vu Mathieu. Je l'avais prévenu que je devais rentrer précipitamment sans pouvoir lui dire au revoir correctement. Et il a insisté pour m'accompagner à l'aéroport. Dans un café de l'aéroport, en buvant un dernier café, Mathieu a abordé le sujet avec précaution. « Catherine, si vous le souhaitez, pourquoi ne pas faire venir votre mère en France ?» J'étais surprise. En France? Oui, le système médical français est vraiment excellent. Et comme il est bien organisé pour accueillir les patients étrangers, le problème de la langue peut être résolu. Les coûts sont aussi bien inférieurs à ceux des États-Unis. Au début, cela me semblait impensable. Amener ma mère en France, était-ce possible? Mais ma mère ne parle pas français et la culture est différente. Ne vous inquiétez pas pour ça, les hôpitaux français récents ont des services très complets pour les patients étrangers. Il y a des interprètes et des coordinateurs dédiés pour les aider. En écoutant les paroles de Mathieu, je me suis souvenue de ce que j'avais vu en France ces derniers jours. Des hôpitaux propres, un personnel médical gentil, un système efficace. Ma mère pourrait-elle vraiment être soignée ici? Et vous aussi, Catherine, vous pourriez travailler ici. Il y a une forte demande de conseillers juridiques étrangers, surtout dans le domaine médical. Nei cortet commence à la forte étendue de fouracite. En entendant ces mots, j'ai été vraiment surprise. Moi, travailler en France, je n'y avais jamais pensé. Est-ce vraiment possible? Bien sûr, la France a besoin de beaucoup d'experts étrangers. Quelqu'un comme vous aurait de nombreuses opportunités. L'heure du départ approchait et je devais dire au revoir à Mathieu. Mais étrangement, j'étais très triste de le quitter. Nous n'avions passé que quelques jours ensemble, mais j'avais l'impression de quitter un ami de longue date. Mathieu, merci beaucoup pour tout. Grâce à vous, j'ai beaucoup appris sur la France. J'ai aussi été très heureux de passer ce temps avec vous, Catherine. J'espère que votre mère se rétablira rapidement. Et en dernier, Mathieu a ajouté « La France vous accueillera toujours, Catherine, et j'espère aussi que nous nous reverrons. » En entendant ces mots, mon cœur s'est serré.
Je sentais que ces paroles venaient du cœur. Dans l'avion, je n'ai cessé de penser à la proposition de Mathieu. Amener ma mère en France et moi travailler en France, était-ce vraiment réalisable? Et surtout, j'avais l'impression d'avoir trouvé pour la première fois un choix pour moi-même. Jusqu'à présent, j'avais toujours vécu pour ma famille, mais peut-être y avait-il un chemin où je pouvais aussi trouver mon propre bonheur. Une sorte d'espoir commençait à naître en moi. Les quelques jours passés avec Mathieu avaient été un temps précieux pour moi. Grâce à lui, j'avais découvert un nouveau pays, la France, et aussi une nouvelle facette de moi-même. J'étais venue pour persuader Rebecca, mais c'est moi qui étais en train de changer. Et ce changement n'était pas une mauvaise chose. Peut-être que ce voyage en France serait un tournant dans ma vie. Cette prémonition montait du plus profond de mon cœur. Dès mon arrivée à New York, mon anxiété n'a fait que grandir. Pendant le trajet en taxi de l'aéroport à l'hôpital, je n'ai cessé d'imaginer le pire. Et si ma mère était déjà... Rien que d'y penser, j'avais l'impression d'étouffer. En arrivant à l'hôpital, je me suis précipitée aux urgences. Ma mère était allongée sur un lit, avec un masque à oxygène. Elle était consciente, mais semblait souffrir terriblement. Je lui ai pris la main, retenant difficilement mes larmes. C'est dans ces moments-là que je devais être forte. Ce que le médecin m'a dit lors de l'entretien était un véritable choc. Sa fonction cardiaque a considérablement diminué. Une opération est nécessaire de toute urgence, suivie d'une surveillance continue. Le médecin a continué son explication avec des termes médicaux complexes, mais le plus important pour moi était sa dernière phrase. Entre les frais d'opération, d'hospitalisation et les soins post-opératoires, le montant total sera considérable. À cet instant, je me suis de nouveau heurtée au mur de la réalité. La vie de ma mère était en danger et la première chose qui me venait à l'esprit était l'argent. J'ai de nouveau réalisé à quel point ma vie avait été difficile jusqu'à présent. Cette nuit-là, en veillant au chevet de ma mère, je n'ai cessé de me remémorer les paroles de Mathieu en France. Le système de santé français, le programme d'accueil pour les patients étrangers et surtout les coûts abordables. Était-ce vraiment possible ? Le lendemain matin, j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai envoyé un message à Mathieu. Je lui ai expliqué la situation de ma mère et lui ai demandé si un traitement en France était vraiment envisageable. Quelques heures plus tard, j'ai reçu une longue réponse de Mathieu contenant des informations vraiment détaillées et concrètes. En lisant les documents que Mathieu m'avait envoyés, j'ai été vraiment stupéfaite. Les principaux hôpitaux français avaient des départements spécialisés pour les patients étrangers, offrant non seulement des services d'interprétariat en anglais, mais aussi une aide pour les demandes de visa. Et surtout, je n'arrivais pas à croire que les frais de traitement étaient moins de la moitié de ceux des États-Unis. Plus surprenant encore, Mathieu m'avait également envoyé des informations pour moi. Des offres d'emploi d'entreprises françaises recherchant des experts juridiques étrangers. Elle cherchait en particulier des personnes capables de fournir des conseils juridiques internationaux dans le domaine médical. Avec votre expérience, Catherine, vous serez très appréciée en France. Vous pourriez même avoir de meilleures opportunités. En lisant le message de Mathieu, j'ai pensé pour la première fois que c'était peu être réalisable. Si ma mère pouvait être soignée et que j'avais des opportunités de travail, déménager en France devenait une option réaliste. Pendant plusieurs jours, j'ai rassemblé d'autres informations et j'ai échangé des emails avec des hôpitaux français. J'ai reçu des réponses beaucoup plus organisées et professionnelles que ce à quoi je m'attendais. La réponse de l'hôpital américain de Paris était particulièrement détaillée. Après avoir examiné le dossier médical de ma mère, ils ont affirmé qu'elle était tout à fait traitable et m'ont même fourni un plan de traitement détaillé et une estimation des coûts. J'ai également contacté les entreprises pour lesquelles je pouvais postuler. À ma grande surprise, plusieurs m'ont proposé un entretien en ligne. Mon expérience a suscité plus d'intérêt que je ne le pensais. Le moment de prendre une vraie décision était venu. Je devais parler à ma mère de notre déménagement en France. Mais c'était une chose vraiment difficile. Je ne pouvais pas prédire sa réaction. Un après-midi, alors que l'état de ma mère s'était un peu stabilisé, j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai abordé le sujet. Maman, j'ai fait des recherches et je lui ai expliqué le système de santé français, la différence de coûts et les opportunités de travail pour moi en France, point par point, en essayant d'être aussi objective et logique que possible. Cependant, la réaction de ma mère a été beaucoup plus forte et négative que prévu. La France ? Catherine, tu es folle ? Là-bas, la langue est différente, la nourriture est différente, les gens sont complètement différents de nous. Ma mère semblait vraiment en colère, sa voix tremblait et ses yeux étaient remplis de larmes.
Je ne veux pas mourir dans un pays étranger, je veux vivre là où je suis née, en parlant ma langue. En entendant ces mots, je suis devenue émotive à mon tour. Normalement, j'aurais obéi sans discuter, mais cette fois, c'était différent. Maman, sais-tu à quel point l'Amérique nous a fait souffrir? Depuis la mort de papa, nous avons toujours vécu sous la menace des factures d'hôpital. C'était la première fois que je disais de telles choses à ma mère. Toutes les émotions que j'avais refoulées semblaient jaillir. J'ai sacrifié toute ma jeunesse pour la famille. Pendant que mes amis tombaient amoureux et se mariaient, j'ai tout porté seule. Je ne peux pas refuser une meilleure option simplement parce que nous sommes habitués à cette réalité. Ma mère, qui ne m'avait jamais vue parler avec autant d'émotion, semblait très surprise. Après un long silence, elle a demandé doucement « N'est-ce pas à cause de cet homme ?» J'ai été décontenancée un instant. Ma mère connaissait Mathieu, Rebecca t'en a parlé. De quel homme parles-tu? Rebecca m'a dit qu'il y avait un Français qui t'avait aidé. N'est-ce pas pour lui que tu veux aller en France? J'ai réfléchi un instant. Était-ce vraiment à cause de Mathieu? Bien sûr, c'était un homme bien et il m'avait beaucoup aidé. Mais la raison pour laquelle j'envisageais de déménager en France était-elle uniquement pour lui? Non, maman. Cette fois, c'est pour moi. J'ai répondu fermement. Et je le pensais vraiment. Bien sûr, Mathieu est quelqu'un de formidable, mais ce n'est pas la seule raison pour laquelle j'envisage de déménager en France. C'est parce que je veux vraiment que tu ailles mieux, et parce que pour la première fois, je veux faire un choix pour moi-même. Ma mère m'a longuement regardée. Puis elle a dit lentement « Je sais que tu as fait beaucoup de sacrifices. Pardonne-moi, Catherine. » En entendant ces mots, les larmes me sont montées aux yeux. C'était la première fois que ma mère reconnaissait mes sacrifices. Mais la France, c'est vraiment loin et inconnu. Est-ce que je vais m'en sortir là-bas? Maman, je t'aiderai, et les hôpitaux français ont des programmes vraiment complets pour les patients étrangers. Il y a des interprètes en anglais et des coordinateurs pour nous aider à chaque étape. J'ai réexpliqué en détail toutes les informations que j'avais trouvées en insistant sur l'excellence des compétences du personnel médical français et la qualité des installations. Et surtout, si nous continuons les soins ici, nous risquons la faillite. Mais en France, nous pouvons avoir un meilleur traitement pour beaucoup moins cher. Ma mère est restée silencieuse pendant un long moment. En attendant sa décision, j'étais vraiment sur des charbons ardents. Si elle refusait, que ferais-je? Catherine, es-tu vraiment sûre de toi? Oui, maman, cette fois, je suis vraiment sûre. Après un autre long silence, ma mère a lentement hoché la tête. Alors, essayons. De toute façon, même en restant ici, il n'y a aucune garantie. À cet instant, j'ai été vraiment soulagée. J'étais sincèrement reconnaissante que ma mère ait accepté. Les jours qui ont suivi ont été d'une frénésie incroyable. Trier le dossier médical de ma mère et l'envoyer à l'hôpital français, préparer les documents pour le visa, coordonner les entretiens avec les entreprises. Il y avait une montagne de choses à faire. Dans ce processus, Mathieu m'a énormément aidée. Il s'est rendu directement à l'hôpital en France pour vérifier la situation et a recherché des informations sur les entreprises où je passais des entretiens. Je n'avais que de la gratitude pour lui. Ce qui m'a particulièrement impressionnée, c'est la réactivité de l'hôpital français. Quelques jours seulement après avoir examiné le dossier médical de ma mère, ils nous ont envoyé un plan de traitement détaillé et ils ont dit qu'ils prépareraient tout pour que le traitement puisse commencer dès notre arrivée. Les entretiens d'embauche se sont également déroulés mieux que prévu. Bien qu'en ligne, les recruteurs ont montré un vif intérêt pour mon parcours. Mon expérience en droit médical aux États-Unis a été particulièrement appréciée. La France est maintenant à l'ère de l'internationalisation médicale. Avec de plus en plus de patients étrangers, nous avons absolument besoin de quelqu'un avec votre expertise. Quand un recruteur m'a dit cela, j'ai été vraiment heureuse. J'avais l'impression de pouvoir être vraiment utile en France. Finalement, tous les préparatifs étaient terminés et le jour de réserver les billets d'avion pour la France est arrivé. Cette fois, ce n'était pas des billets aller-retour, mais des allers simples. C'était vraiment le début d'un nouveau voyage. Dans le taxi pour l'aéroport, ma mère a dit doucement « Catherine, je t'ai vraiment causé beaucoup de soucis. » « Maman, ne dis pas ça, j'ai juste fait ce qui était normal pour la famille. » Non, tu as aussi ta propre vie et j'ai pris cela pour acquis. Profite de cette occasion pour vivre la vie que tu désires. En entendant ces mots, les larmes ont coulé. Le fait que ma mère reconnaisse mes sacrifices et pense à mon bonheur était ce qui me rendait le plus heureuse. Toi aussi, maman, prends un nouveau départ en France. Ne t'inquiète pas, nous nous en sortirons très bien. En montant dans l'avion, j'ai ressenti une émotion très spéciale.
La première fois que j'étais allée en France, c'était pour arrêter Rebecca. Cette fois, c'était pour le nouvel avenir de notre famille. Et surtout, c'était un chemin que j'avais choisi moi-même. Une décision prise non pas pour quelqu'un d'autre, mais pour ma mère et moi. L'avion a décollé et la vue nocturne de New York s'est étendue par le hublot. C'était la ville où j'avais vécu plus de 30 ans, mais cette fois, j'avais l'impression de lui dire adieu. Bien sûr, j'avais peur, mais en même temps, j'étais pleine d'une grande attente. Penser que Mathieu m'attendrait à l'aéroport me faisait battre le cœur, et je reverrais aussi Rebecca et Julien. Cette fois, ce serait vraiment un nouveau départ. Je ne savais pas ce que serait notre nouvelle vie en France, mais j'étais au moins satisfaite d'avoir fait un choix pour moi-même cette fois, et j'avais l'espoir que ma mère recevrait un meilleur traitement. Ce n'était plus une fuite, mais un chemin choisi délibérément. C'était le premier voyage de ma vie où je me dirigeais vraiment dans la direction que je souhaitais. En atterrissant de nouveau à l'aéroport Charles de Gaulle, j'ai ressenti une sensation vraiment étrange. C'était ma deuxième visite en France, mais cette fois, mon état d'esprit était complètement différent. J'étais pas là en tant que touriste, mais pour commencer une nouvelle vie. Ma mère était en fauteuil roulant et semblait très fatiguée par le long voyage. Mathieu nous attendait à l'aéroport. C'était la première fois qu'il rencontrait ma mère et il semblait assez nerveux, mais il la saluait avec beaucoup de politesse et de chaleur. Il s'est présenté brièvement en anglais et s'est enquis de l'état de santé de ma mère, ce qui m'a une fois de plus touchée par sa gentillesse. Nous avons été transportés de l'aéroport à l'hôpital dans un véhicule médical spécialisé qui avait été arrangé à l'avance. J'ai pu constater dès le premier jour à quel point les services des hôpitaux français pour les patients étrangers étaient organisés. Le véhicule était même équipé de matériel médical de base et une infirmière nous accompagnait pour surveiller constamment l'état de ma mère. En arrivant à l'hôpital américain de Paris, j'ai été vraiment surprise. La taille et les installations de l'hôpital étaient plus modernes et plus propres que n'importe quel hôpital de New York. Et surtout, il y avait un comptoir d'accueil dédié aux patients étrangers, ce qui nous a permis de faire les formalités d'admission rapidement et sans complications. La coordinatrice en charge, une infirmière nommée Sophie, nous a accueillis et son anglais était vraiment fluide. Le dossier médical de ma mère avait déjà été examiné et tout était parfaitement préparé. Elle nous a expliqué en détail le plan de traitement à venir et nous a dit de la contacter à tout moment si nous avions des questions. Au vu de l'état de votre mère, l'opération est prévue pour la semaine prochaine. Avant cela, elle devra passer quelques examens approfondis. Ne vous inquiétez pas, notre centre de cardiologie a une très grande expérience de ce type de cas. En écoutant l'infirmière Sophie, je me suis sentie vraiment rassurée. Surtout, je voyais que ma mère était détendue. Au début, elle était anxieuse à l'idée d'être soignée dans un pays étranger, mais le personnel était si gentil et professionnel qu'elle s'est rapidement sentie en confiance. La chambre de ma mère était également formidable. C'était une chambre privée, mais bien plus spacieuse et confortable qu'une chambre standard dans un hôpital américain. La vue de la fenêtre était magnifique et surtout, toutes les indications étaient écrites en français et en anglais, donc nous ne nous sentions pas perdus. Catherine, cet endroit est vraiment bien. Le personnel est gentil et les installations sont superbes, m'a dit ma mère. En l'entendant, j'ai pensé que j'avais vraiment bien fait. Ce qui m'inquiétait le plus, c'était de savoir si ma mère s'adapterait à ce nouvel environnement. Quelques jours plus tard, les résultats des examens de ma mère sont arrivés et heureusement, le diagnostic a confirmé que l'opération était possible. Le professeur en charge nous a expliqué lui-même la situation avec une grande confiance et un grand professionnalisme. Le taux de réussite de l'opération était même plus élevé que ce qu'on nous avait dit aux États-Unis, ce qui nous a donné de l'espoir. Pendant que le traitement de ma mère se déroulait bien, j'ai également commencé à préparer mon travail. J'avais reçu une convocation pour un entretien final de la part de l'entreprise que Mathieu m'avait recommandé, une start-up dans le domaine de la santé. L'entreprise était située dans le quartier de la Défense et se spécialisait dans les affaires internationales liées au domaine médical. Le jour de l'entretien, j'étais très nerveuse. C'était mon premier entretien officiel en France. Cependant, les recruteurs étaient très professionnels tout en étant sympathiques, ce qui a beaucoup détendu l'atmosphère. Votre expérience aux États-Unis, Catherine, est exactement ce dont nous avons besoin. Avec l'internationalisation du marché médical français, nous cherchions une personne avec votre expertise. Quand le directeur de l'entreprise m'a dit cela, j'ai ressenti une grande joie. J'avais l'impression que mon expérience et mes compétences étaient reconnues. Le résultat de l'entretien est tombé quelques jours plus tard, j'ai été embauchée. De plus, les conditions incluaient une aide pour le visa. Le salaire était comparable à ce que je gagnais à New York, mais compte tenu du coût de la vie en France, je pouvais même espérer un niveau de vie plus confortable.
Toutes mes félicitations, Catherine. Vous pouvez prendre un nouveau départ en France, m'a dit Mathieu pour me féliciter. J'étais vraiment heureuse. Et j'ai aussi commencé à avoir confiance en ma capacité à être vraiment utile en France. Pendant ce temps, le jour du mariage de Rebecca et Julien approchait. Cette fois, je pouvais les féliciter de tout mon cœur. Mes sentiments étaient complètement différents de ma première venue en France. Au contraire, j'en étais venue à penser que le choix de Rebecca avait été le bon. Le lieu du mariage était un magnifique château en dehors de Paris, alliant une cérémonie traditionnelle française et une réception de style occidental. C'était vraiment magnifique. Surtout quand Rebecca est apparue dans sa robe de mariée, c'était émouvant. Elle était sublime et surtout son visage rayonnait de bonheur. Julien, dans son costume élégant, était à ses côtés et ils formaient un couple parfait. En assistant à la cérémonie de mariage traditionnelle, j'ai de nouveau ressenti la profondeur et la beauté de la culture française. Ma mère a également assisté au mariage. Bien qu'en fauteuil roulant, elle était vraiment heureuse. Elle a versé une larme en voyant Rebecca saluer sa mère. « Rebecca a l'air si heureuse. J'étais bête de m'inquiéter, a dit ma mère. En l'entendant, mon cœur s'est serré. » C'était un moment où toute la famille acceptait et célébrait le choix de Rebecca. La réception du mariage était également très joyeuse. J'ai pu rencontrer la famille et les amis de Julien et tout le monde nous a accueillis chaleureusement et la cuisine française était vraiment délicieuse. Au début, je pensais que ce serait trop riche, mais j'ai découvert une cuisine variée et pleine de saveurs profondes. Vers la fin de la réception, Mathieu m'a appelé discrètement à l'extérieur. Dans le jardin du lieu de réception, il y avait un petit étang et un kiosque et les étoiles dans le ciel nocturne étaient magnifiques. « Catherine, c'est vraiment une belle journée », a dit Mathieu, semblant hésiter. « Je ne sais pas pourquoi, mais mon cœur a commencé à battre la chamade. » C'est alors que Mathieu a sorti une petite boîte de sa poche, une boîte à bagues. J'ai été surprise un instant. Est-ce une demande en mariage ? Mathieu a souri et a secoué la tête. « Non, pas encore. Parce que mon zété ta métroin. » Mais après une petite pause, il a dit avec précaution « Si vous êtes d'accord, Catherine, j'aimerais que nous passions plus de temps ensemble, plus proches l'un de l'autre. Bien sûr, je ne veux pas vous presser. J'attendrai que vous vous habituiez à la vie en France et que vous soyez prête. » En entendant ces mots, j'ai pensé à beaucoup de choses. Jusqu'à présent, j'avais toujours vécu pour quelqu'un d'autre, mais peut-être était-il temps de penser aussi à mon propre bonheur. Mathieu, je suis d'accord. Quand j'ai répondu cela, Mathieu a affiché un visage vraiment heureux. Il m'a ensuite tendu la petite boîte. C'est un gage de promesse, gardez-la jusqu'au jour où je vous demanderai vraiment en mariage. J'ai ouvert la boîte. À l'intérieur, il y avait une très jolie bague. Elle n'était pas ostentatoire, mais son design était raffiné et élégant. À cet instant, j'ai ressenti une émotion très spéciale. C'était comme si un nouveau chapitre de ma vie commençait. Jusqu'à présent, j'avais toujours vécu par responsabilité et par devoir, mais être que je pouvais désormais poursuivre mon propre bonheur. Merci Mathieu, je suis vraiment heureuse aussi. Cette nuit-là, nous avons parlé longtemps dans le jardin, de nos projets, de nos rêves respectifs et des choses que nous voulions faire ensemble. Mathieu a dit qu'il m'apprendrait le français et je lui ai dit que je lui apprendrais un anglais plus naturel. Et j'ai promis de traduire son roman en anglais quand il l'aurait terminé. Catherine, merci beaucoup d'être venue en France et merci de m'avoir donné cette chance. C'est moi qui te remercie. Grâce à toi, Mathieu, j'ai vraiment beaucoup changé. Cette nuit-là, en rentrant, j'étais vraiment heureuse. Le traitement de ma mère se déroulait bien, mon travail était stable et surtout, une histoire d'amour pour moi-même avait commencé. Je savais que ma mère appréciait beaucoup Mathieu. Au mariage, il s'était occupé d'elle avec une grande délicatesse. Catherine, cet homme a l'air vraiment bien, on voit qu'il tient beaucoup à toi. Entendre ma mère dire « cela m'a vraiment fait plaisir », l'approbation de sa famille est très importante. Quelques jours plus tard, le jour de l'opération de ma mère est arrivé. Le matin de l'opération, j'étais très nerveuse. Même si le taux de réussite était élevé, une opération reste une opération. Mathieu est venu à l'hôpital tôt le matin pour attendre avec moi. Rebecca et Julien sont également venus. Toute la famille s'était réunie, inquiète pour ma mère. L'opération a duré environ 10 heures, un temps qui m'a semblé interminable, mais heureusement, elle s'est déroulée avec succès. Quand le professeur en charge est sorti et nous a annoncé que l'opération s'était bien passée, j'ai été vraiment soulagée. L'état de la patiente est très bon, elle devrait se rétablir rapidement.
Ne vous inquiétez pas. En entendant ces mots, les larmes me sont montées aux yeux. C'était vraiment un soulagement. Quand ma mère s'est réveillée en salle de réveil, ses premiers mots ont été « Merci Catherine » et elle a ajouté qu'elle était vraiment contente d'être venue en France. À cet instant, je me suis sentie vraiment fière. J'étais convaincue que la décision que j'avais prise était la bonne. Ma mère retrouvait la santé et moi, je pouvais prendre un nouveau départ. Après l'opération, ma mère s'est rétablie à une vitesse surprenante grâce au professionnalisme et aux soins attentionnés du personnel médical français. Et la nourriture de l'hôpital semblait lui convenir, elle mangeait bien et a rapidement retrouvé ses forces. Catherine, le personnel médical ici est vraiment formidable et tout le système est pensé pour le patient. En entendant ma mère dire cela, je me suis sentie vraiment fière. J'ai de nouveau eu la confirmation que le chemin que j'avais choisi était le bon. Et moi aussi, j'ai commencé à travailler dans ma nouvelle entreprise. Mes collègues m'ont accueilli très chaleureusement et j'ai pas mis longtemps à m'habituer. Ils respectaient vraiment mon expérience américaine et m'ont donné l'opportunité de participer à de nombreux projets. Surtout, j'avais le sentiment de faire un travail où j'étais vraiment nécessaire. Résoudre les problèmes juridiques des patients étrangers venant se faire soigner en France était un travail vraiment gratifiant. C'est ainsi que la nouvelle vie de notre famille en France a commencé. Au début, tout était nouveau et difficile, mais nous nous sommes adaptés petit à petit. Et surtout, je ressentais la satisfaction d'avoir fait pour la première fois un choix pour moi-même. La carapace qui m'avait enfermée toute ma vie se fissurait lentement et j'avais l'impression de devenir une nouvelle personne. C'était un nouveau départ, passant d'une vie vécue uniquement pour assumer des responsabilités envers les autres, à une vie où je pouvais enfin poursuivre mon propre bonheur. 6 mois après notre arrivée en France, nous avons loué un nouvel appartement dans le quartier du 16e arrondissement à Paris. Après avoir vécu près de l'hôpital, nous avions enfin notre propre espace. L'appartement n'était pas immense, mais il était chaleureux et confortable. Et surtout, il avait une vue sur la Seine. Le jour de notre emménagement, en regardant le paysage par la fenêtre, j'ai vraiment eu le sentiment d'être chez moi. Ma mère s'est bien rétablie après son opération, grâce aux soins méticuleux du personnel médical français et à une rééducation organisée. Au début, elle utilisait un fauteuil roulant, mais maintenant, elle peut se déplacer facilement avec une simple canne. Et surtout, son visage s'est vraiment illuminé. Catherine, je suis si contente d'être venue ici. Je n'aurais jamais pensé pouvoir retrouver une telle forme. Chaque fois que ma mère disait cela, je me sentais vraiment fière. J'étais convaincue que ma décision avait été la bonne. Maintenant, ma mère se promène tous les jours dans un parc près de l'appartement. Et quelque chose d'amusant s'est produit. Des personnes âgées françaises qu'elle a rencontrées au parc lui ont demandé de leur apprendre l'anglais. Au début, je m'inquiétais de la barrière de la langue, mais il semblait communiquer par des gestes et des mots simples. Maintenant, elle organise un groupe de conversation anglaise au parc tous les mardis et jeudis. Ma mère enseigne l'anglais et les personnes âgées françaises lui apprennent le français et la culture française. C'est une scène vraiment touchante à observer. « Maman, votre français s'améliore », lui dis-je. Elle sourit fièrement et me montre les nouveaux mots qu'elle a appris. Sa prononciation n'est pas parfaite, mais la voir faire autant d'efforts est vraiment attendrissant. Moi aussi, je mène une vie bien remplie mais épanouissante dans mon nouveau travail. Ma mission consiste principalement à résoudre les problèmes juridiques des patients d'Europe et d'Amérique du Nord venant en France pour des raisons médicales. Des questions de visa aux contrats médicaux et aux assurances, je dois gérer des cas très variés. Au début, j'ai eu du mal avec les différences entre le droit français et américain, mais mes collègues m'ont beaucoup aidée. Et je réalise chaque jour à quel point mon expérience américaine est utile. Grâce à vous, Catherine, les patients étrangers peuvent être soignés en toute sérénité. Vous comprenez non seulement la langue, mais aussi les différences culturelles, ce qui les rassure, m'a dit mon supérieur. En entendant cela, je me suis sentie vraiment fière. J'avais le sentiment de faire un travail où j'étais vraiment nécessaire. Et ma relation avec Mathieu s'est également approfondie. Nous menions chacun nos vies bien remplies en semaine et passions les week-ends ensemble. Mathieu continuait de travailler comme policier, mais il trouvait le temps d'écrire son roman. Il m'a beaucoup aidé à m'adapter à la vie en France. Il m'a appris le français, bien sûr, mais aussi la culture et les convenances françaises. De mon côté, je l'aidais à améliorer son anglais et à traduire son roman. Quand je lis la partie que tu as traduite, mon roman semble complètement différent. Le lire en anglais lui donne un nouveau charme, disait Mathieu. J'étais vraiment heureuse de l'entendre. J'étais fière de pouvoir l'aider, même un peu, à réaliser son rêve.
En nous enseignant mutuellement nos langues, nous avons naturellement appris à comprendre nos différences culturelles. Au début, c'était étrange, mais avec le temps, ces différences sont devenues charmantes. J'aimais le voir parler avec sérieux des traditions françaises et il écoutait avec intérêt mes histoires sur la culture américaine. Un soir, alors que notre nouvelle famille était réunie autour de la table, Mathieu a soudain dit en riant « Maman, vous athées ont raconté ma première rencontre avec Catherine ». Ma mère montrant de l'intérêt, Mathieu a raconté l'incident du métro. Bien sûr, il a exagéré de manière comique la partie où je l'ai giflé. La gifle de Catherine, ce jour-là, elle faisait vraiment mal. C'est devenu la première impression la plus mémorable de ma vie. En l'entendant, je suis devenue rouge de honte. Mais ma mère riait de bon cœur. Sans ce malentendu, nous ne nous serions peu être jamais rencontrés comme ça, ai-je dit. Mathieu a hoché la tête. C'est vrai, c'était peu être le destin. En ayant cette conversation, j'ai ressenti une sensation étrange. Ce qui n'était au départ qu'une erreur embarrassante et regrettable était en fait le début d'une rencontre fatidique. Au fil du temps, je me suis complètement adaptée à la vie en France. Mon français s'est beaucoup amélioré et j'adore maintenant la cuisine française. J'aime particulièrement faire les courses avec ma mère au marché du quartier. « Monsieur, combien coûte cette pomme ?» Quand je demande en français hésitant, les commerçants me répondent avec une grande gentillesse. Et parfois, amusés de voir une étrangère parler français, ils me font un petit prix. Ma mère s'est également bien intégrée à la culture française, au point de faire ses propres confitures. Les personnes âgées qu'elle a rencontrées au parc lui ont appris à les faire. « Catherine, goûte cette confiture que j'ai faite. Les Français ont dit qu'elle était délicieuse. » Quand ma mère me donne fièrement la confiture qu'elle a faite, je suis vraiment émue. Il y a quelques mois, elle qualifiait la France de pays étranger et maintenant l'avoir expérimenté et apprécié la culture française par elle-même me rend plus heureuse que tout. Au travail aussi, je suis devenue une personne indispensable. La satisfaction des patients étrangers dont je m'occupe est très élevée et l'entreprise m'estime beaucoup. Récemment, on m'a confié la responsabilité d'un nouveau projet. Catherine, si ce projet réussit, nous envisagerons une promotion, m'a dit le directeur. J'étais vraiment heureuse, je sentais que mes compétences étaient reconnues en France. Mathieu a enfin terminé son premier roman. Nous avons fini la traduction ensemble et il a soumis le manuscrit à une maison d'édition. Le voir si excité en attendant une réponse me rendait heureuse, comme si c'était pour moi. Grâce à toi, j'ai pu préparer une version anglaise. Merci beaucoup, m'a dit Mathieu. Je me sentais vraiment fière. J'étais heureuse de pouvoir l'aider dans son rêve. Un soir de week-end, nous nous promenions le long de la Seine. C'était exactement au même endroit où je m'étais promenée avec Mathieu lors de ma première visite en France. La vue nocturne était aussi belle qu'à l'époque, mais mon état d'esprit était complètement différent. Mathieu, je pense que j'ai vraiment changé. Comment ça ? Avant, je vivais toujours pour les autres, mais maintenant, je peux aussi penser à mon propre bonheur. Et surtout, j'ai l'impression d'avoir appris à m'aimer. Confettelision, Ploufou, Poussirou parle. Mathieu m'a pris la main et a dit « Moi aussi, j'ai vraiment changé depuis que je t'ai rencontré. J'ai commencé à rêver plus grand et je suis plus heureux. » À cet instant, j'étais remplie de gratitude. En venant en France, j'avais gagné tellement de choses. La santé de ma mère, un nouveau travail et même l'amour. Mathieu, sais-tu à quel point j'avais des préjugés sur la France au début ? Quels préjugés ? Je pensais que c'était juste un petit pays d'Europe, que sa culture à la mode n'était qu'un phénomène passager. Mais maintenant, c'est complètement différent. Je l'ai dit sincèrement, en vivant en France, j'avais pu connaître le vrai visage de ce pays. Un développement impressionnant et une efficacité, une société mature où la tradition et la modernité coexistent en harmonie. Et surtout, j'avais découvert la chaleur des gens. Je pense que ce pays est vraiment magnifique parce que y a des gens comme Mathieu. Mathieu a souri, un peu gêné. C'est plutôt moi qui suis heureux d'avoir rencontré quelqu'un comme toi. Sur le chemin du retour, j'ai pensé à beaucoup de choses. Il y a un an, j'étais une personne complètement différente. Toujours écrasée par les responsabilités et les devoirs, je n'avais pas le loisir de penser à mon propre bonheur. Mais maintenant, c'est différent. Ma mère est en bonne santé, je suis reconnue dans un travail gratifiant et je suis avec l'homme que j'aime. Et surtout, le fait que tout cela soit le résultat de mes propres choix me rendait vraiment fière. En rentrant, j'ai discuté avec ma mère en buvant un thé. « Maman, comment te sens-tu en France ? Ne regrettes-tu rien ?» Regretter ? Pas du tout. Au contraire, je me dis que j'aurais dû venir plus tôt, je n'aurais jamais pensé pouvoir retrouver une telle santé ici.
Entendre ma mère dire cela m'a vraiment rassurée. Et toi aussi, Catherine, tu as l'air si heureuse. Avant, tu vivais toujours dans l'inquiétude, mais maintenant, ton visage est vraiment plus lumineux. En entendant les paroles de ma mère, les larmes me sont montées aux yeux. C'était tellement vrai. En venant en France, j'étais devenue une toute nouvelle personne. Cette nuit-là, avant de m'endormir, j'ai regardé par la fenêtre, dans cet appartement, avec vue sur la Seine, avec ma mère, et en rêvant d'un avenir avec l'homme que j'aime. Maintenant, c'est ici, chez moi, me suis-je dit intérieurement. Et je le ressentais vraiment. La France n'était plus un pays étranger, mais l'endroit où j'avais pris racine. Rebecca m'a annoncé qu'elle était enceinte. Elle vit très heureuse avec Julien. Et elle m'a demandé d'apprendre l'anglais à son enfant quand il naîtra, en tant que sa tante. Grande sœur, merci beaucoup d'être venue en France. Ta présence me rassure. Quand Rebecca m'a dit cela, j'étais vraiment heureuse. J'étais venue pour l'arrêter, mais au final, c'est grâce à elle que j'ai trouvé une nouvelle vie. Ma relation avec Mathieu est maintenant vraiment stable. Nous prévoyons de nous marier au printemps prochain. Nous avons décidé de faire à la fois une cérémonie traditionnelle française et une réception de style occidental, comme Rebecca et Julien. Catherine, l'année prochaine, tu feras vraiment partie de notre famille. Chaque fois que Mathieu dit cela, mon cœur s'emballe. Pour la première fois de ma vie, je vais me marier comme je le souhaite vraiment. Un jour au travail, une collègue m'a demandé « Catherine, l'Amérique ne vous manque pas ?» J'ai réfléchi un instant avant de répondre « Au début, oui, mais plus maintenant. C'est ici, chez moi. » C'était des paroles vraiment sincères. Ma vie aux États-Unis était devenue mon passé et ma vie en France était devenue mon présent et mon avenir. Et surtout, le fait que tous ces choix aient été ma propre décision était vraiment important. Pour la première fois, j'avais fait un choix pour moi-même et le résultat était une vie si heureuse. Cette vie, c'est celle que j'ai choisie moi-même. Je me le dis souvent et à chaque fois, je suis remplie de fierté. Moi qui avais toujours vécu pour les autres, j'avais enfin commencé à vivre ma propre vie. Mes 2 années en France ont complètement changé ma vie. Un nouveau pays, une nouvelle culture, un nouvel amour, une nouvelle famille, tout était nouveau, mais maintenant tout cela est devenu naturel et précieux. Et maintenant, j'en suis convaincue, c'est ici que je dois être et c'est ici que je peux être heureuse. Ce qui n'était au départ qu'un voyage pour arrêter ma sœur est finalement devenu un voyage pour me trouver moi-même. Maintenant, c'est ici, chez moi. Et cette vie est la vie vraiment précieuse que j'ai choisie moi-même.